je vous proposais quelques extraits, 3 extraits de 3 contes, extraits qui proviennent d'un manuscrit célébrissime, à savoir le papyrus Oueskar. Ce papyrus tire son nom de Madame Oueskar, pour laquelle malheureusement je n'ai jamais retrouvé de photos. Donc si vous aviez ni même de Monsieur Oueskar, et donc c'est une certaine Miss Oueskar qui a ramené le papyrus d'Égypte et elle a offert le manuscrit en question. Elle l'a offert par contre là on a des représentations, Monsieur Leipzig, et qui a ensuite été intégré au musée, à l'Leipzig Museum de Berlin, et qui reprend un certain nombre de textes tout à fait remarquables. Mais par contre, je n'ai pas plus d'informations sur Madame Oueskar. Et là où elle a trouvé l'histoire du papyrus. Donc le papyrus est conservé aujourd'hui donc à Berlin. C'est un papyrus qui, bien entendu, est rédigé en hiératique et comprend un certain nombre de documents. Donc on va retrouver ici ce document qui est en principe considéré comme remontant à l'époque de Khéops. Alors c'est toujours intéressant. Khéops est connu par à la fois sa grande pyramide et sa petite statue. Voilà, c'est un peu de choses près. Les deux éléments qui nous restent de ce roi, une toute petite statuette et une grande pyramide, c'est pas mal. Et donc le récit raconte que Khéops s'ennuie dans son palais et il va demander à ses princes, ses fils, de le distraire. Et chacun par une histoire de son invention. Et en principe, donc, on peut supposer que puisque l'on sait que Khéops aurait eu 9 fils, qu'au total, il devait y avoir 9 contes. Malheureusement, ici, il n'en reste que 4 de contes, puisqu'il ne reste que la signature vraiment du tout dernier papyrus. Et il ne reste vraiment que la fin de la formule finale. Donc il n'en reste finalement que 4, comme je disais, mais sur ces 4, il y en a un dont il ne reste que l'extrême fin. Et puis sinon, eh bien, les autres sont plus ou moins complets. Et on peut assez logiquement réfléchir et penser à ce qui est arrivé au papyrus, puisque les papyrus étaient roulés et que les spires supérieures du rouleau se sont dégradés et que seuls ont subsisté les spires intérieures qui ont été protégées. On aura donc 3 contes réellement qui ont été conservés et celui pour lequel j'ai choisi un petit extrait aujourd'hui, c'est celui qui eût été attribué à un certain roi Nebka, dont on ne sait pas plus que cela. Hein. Il y a quelques éléments, c'est comment même sa position chronologique est incertaine aujourd'hui. Et voilà. Mais ce qui est surtout important dans ces conte-là, c'est que ça légitimait quelque part la montée sur le trône des premiers rois de la 5e dynastie, notamment. Alors, on va donc avoir ici le premier conte sur lequel nous allons nous pencher, à savoir le conte de la femme infidèle, et qui relate l'histoire d'une dame qui commet l'adultère avec un homme qui est un roturier, donc ce n'est pas quelqu'un de l'élite, c'est un crime encore plus grave. Et pour le punir, son mari va faire fabriquer un crocodile en cire, crocodile magique, qui lorsqu'on le jettera dans l'eau, va se transformer en véritable crocodile et va dévorer le méchant homme qui est ici. Tandis que la pauvre femme, eh bien, le roi Nebka, paraît-il, la condamna à finir sur le bûcher. Donc voilà l'histoire et le cadre de ce premier conte. Nous verrons par la suite un autre conte lié à un poisson, et c'est pour ça que Madame Magnien me disait, bah oui, mais je n'ai pas vraiment trouvé, ben non, c'est pour la suite, hein, où nous aurons un petit pendentif pisciforme qui se pose dans l'eau, et puis nous aurons aussi l'histoire d'un magicien, mais d'un magicien qui reste tout à fait déontologique. Il refuse de faire des choses, et c'est important de le voir. Il s'oppose à la volonté de Pharaon afin de conserver son libre arbitre et ne pas enfreindre la Mahat. Donc voilà, c'est quand même assez important à signaler. On voit un peu le contexte dans lequel on est avec ces différents contes. Et je vois qu'on sonne à la porte.
Madame Top qui nous rejoint. Bonjour, je finissais donc l'introduction. Alors, dans le conte ici du mari infidèle, on va essayer de voir un petit peu à quel endroit on se situe dans le texte. Donc, lorsque l'on est confronté à ce texte qui a été retranscrit, et alors on me demandait, je pense que c'est Monsieur de Bézieux, quelquefois il subsiste dans le texte effectivement des marques comme 2,5 et un trait ainsi. Simplement, cela fait référence à l'encodage des documents, puisque principalement toutes ces sources, c'est un point sur lequel j'aurais peut-être pu insister précédemment. Voilà. Donc, pour pouvoir s'y retrouver dans les manuscrits qui sont ici, eh bien, tout simplement les manuscrits qui évoluent. Hein, le hiératique évolue. Dans le cours du XIIe siècle, il va passer de l'horizontale à la verticale et on va essayer de les repérer. Et on voit qu'on a des blocs de texte et à chaque fois, ces blocs de texte constituent des lignes. Donc, les chiffres que vous pouvez retrouver éventuellement sont des chiffres qui simplement permettent de savoir qu'on est dans tel document à la ligne 2.5 et on sait à quel endroit on est dans le document en lui-même. Alors, il faut savoir quand même, c'est une chose sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est que le papyrus Oueskar, qui est rédigé à la fin de la période Ixos, donc vers la 17e, voire début 18e dynastie, en fait, ce texte, d'après sa grammaire, serait un peu plus ancien et daterait du moyen égyptien, soit certainement de la 12e dynastie, ce qui en fait son intérêt, puisque ça nous ramènerait vraiment dans de l'égyptien plutôt classique, hein, plutôt le bel égyptien, le beau moyen égyptien. Et donc, voilà à quoi correspond. Donc, ici, lorsque vous avez 2.5, simplement, c'est pour nous indiquer que nous sommes dans un endroit précis du texte. C'est pour se repérer. Voilà. C'était intéressant de le préciser. On aura donc, je vois que Madame Top, si vous le souhaitez, voilà. Comme j'enregistre, si vous souhaitez ne pas apparaître à la caméra, parfait, pour votre vie privée, bien entendu. Le mieux, c'est de couper la caméra, voire de mettre un petit post-it dessus, puisque la vidéo sera quand même rediffusée après. Alors, lorsque l'on a un texte tel que celui-ci, qui est évidemment beaucoup plus long, on va quand même procéder toujours de la même manière. Donc, moi, je vais essayer de repérer des groupes de signes qui sont c'est des poids de calage qui permettent de prédécouper le texte. Et il y en a un qui me saute aux yeux parce que c'est celui de Zorro. Pourquoi est-ce qu'il parle de Zorro, hein donc, je suis ici. Si vous connaissez la chanson de Zorro, et alors, Zorro est arrivé, vieille chanson, et bien c'est ici, on aura ici le AAN qui est l'indicateur d'énonciation, qui est typique des récits narratifs, et donc on est dans un conte, donc c'est assez symptomatique. On va donc avoir ceci. Alors, si je regarde dans le texte, et c'est ça qui est intéressant lorsque on peigne le texte, comme je dis, on va retrouver régulièrement des suites de signes. Si vous regardez ceci, ben, il faut chercher un peu les signes qui parfois sont un peu moins fréquents, un peu moins courants, les hiéroglyphes un peu moins fréquents. Et je retrouve ici, par exemple, celui-ci qui est là, et je vois que la série de signes qui suit semble tout à fait être similaire. Et je vais retrouver donc, par exemple, ici, ce groupe de signes-là. Je vais peut-être un peu réduire le zoom parce que sinon, on va vite être perdu. Et on va se retrouver avec des groupes de signes ici, qui occupent assez rapidement une bonne partie du texte. Et on voit apparaître, voilà, ici, voilà, des signes, des groupes de signes, ça s'organise, c'est fabuleux. On va réduire un peu pour pouvoir... Est-ce que tout le monde voit bien quand même? Parce que j'ai quand même fort réduit. Donc voilà, alors on va retrouver également, bah, ici, on va retrouver, par exemple ici, les groupes de signes juste devant qui viennent se mettre ici. Et donc là, on va déjà avoir des groupes de signes. C'est intéressant toujours, hein, économie de travail, c'est que une fois qu'on les a traduits une fois, il n'y a pas besoin de les traduire deux fois. On va les traduire d'un seul coup. Alors, si je regarde un peu plus loin, je vois que ici, par exemple, je vais retrouver assez régulièrement des notions et des hiéroglyphes de noms de lieux. Hein, liés à des endroits. Hein. Pareil ici, je vais avoir ici des noms de lieux. J'ai ici une petite maison, donc
on peut se demander un petit peu à quoi ça peut gérer. Alors à chaque fois, ben, on a des êtres humains complexes qui nous permettent de séparer le texte, et déjà on va poindre, hein, comme je vous disais, des prépositions. On aura également, on va retrouver par exemple encore ici la même chose. Et si on continue le découpage de manière, voilà, on va se retrouver ici avec un être humain complet, un mot. Je vois apparaître des pas, des tas, de nouveau des pas. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Hein. On est vraiment à ce tournant du, du néo, enfin, on est encore dans le moyen égyptien, mais on approche tout doucement du tournant vers le néo-égyptien. Alors, j'aurai également, ici, je vois tout à fait caractéristique, un petit, deux petites jambes qui indiqueraient un verbe de mouvement. Donc là, si j'ai mon fameux « et alors », j'ai ensuite un verbe de mouvement. J'ai ensuite un N qui va suivre, et donc à ce moment-là, je me dis, je dois avoir quelque part le sujet qui va suivre. Hein. Alors, dans ce je regarde un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué. On retrouve quand même toujours des pas, des tas. Ici, voilà, on va avoir ici. Là, ce sera peut-être un petit peu plus complexe pour pouvoir suivre, mais on a quand même un pas qui arrive ici, par exemple. Et si on continue ici, on va avoir des êtres humains complets. Oh, je vais retrouver un pas qui vient ici. Et après le pas, je retrouve un groupe de mots qui est en fait le même et que celui-ci, qui se trouve là. Donc on peut supposer que ce mot-là, à partir du moment où on a les mêmes graphies, on peut imaginer que on a déjà identifié un mot et qu'il va nous suffire de le translittérer NGES, pour aller voir dans le dictionnaire ce qu'il en est. Alors, on continuera ici, on va le faire tout, voilà, on va tout faire, mais ici, j'ai un être humain qui se touche la bouche ici. J'ai un you en début qui se trouve là, you, bon, j'ai envie de voir savoir. C'est un accompli. J'ai d'autres groupes de signes, comme par exemple ici, NTY qui sont là, NT, celui qui, celui que. Et on a ensuite ici, un peu plus loin, un rouleau de papyrus. Je vais regarder ici, j'ai peut-être bien un tas, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Là, j'ai un pas qui continue. Et ici, j'aurai un petit trait qui est ici. Voilà. Et si je remonte, là, par contre, j'ai un disque solaire, par exemple, qui est ici. On peut supposer que c'est un déterminatif. Donc là, sur mon petit extrait, j'ai déjà découpé. Moi, j'aime bien me balader ainsi. Hein. C'est parfois, voilà, je regarde un petit peu. Là, je vois que j'ai le déterminatif des constructions, 4 portes d'une maison, qui est suivi de M qui serait la préposition M. Et donc, j'aurai quelque chose qui s'est passé dans le machin ici de quelque chose qui aurait appartenu à quelqu'un. Et on part là-dessus. Donc là, voilà, déjà on a un peu débroussaillé le terrain. On voit qu'on a affaire ici à différents aspects. On va le découper comme ceci. Je regarde toujours si non, personne ne frappe à la porte. Alors, j'ai donc ici, comme je vous disais, c'est le « et alors » de Zorro est arrivé. Si ceci est bien un indicateur d'énonciation, ce qui suit doit être un verbe. Et ici, j'ai ici un verbe que je connais bien, dire, parler, qui se suit ensuite d'un N, et là je suppose, de manière, je peux légitimement penser que j'ai affaire à SGMNF, donc une expression du passé. J'aurai donc un groupe verbal et alors dire au passé. Là, j'ai ici le fameux pronom pas qui évolue selon les époques de qui va évoluer du démonstratif vers l'article. Alors,
selon les époques, et là on est à l'époque de transition, ce peut être le démonstratif ce, mais ça peut être l'article le, donc ça, bon, il faut un peu choisir un petit peu après, mais ce qui est certain, c'est qu'après le groupe verbal, nous aurions le sujet. Et alors que ce soit le ou ce, en tout cas, nous avons le NGS, et c'est intéressant de voir qu'il est écrit avec le déterminatif bin des choses négatives et mauvaises. C'est, dites-moi, vous l'avez traduit par quoi? Bah, bonhomme ou homme de petite condition, quoi, c'est ce qu'il y avait dans Voilà. le... Ouais. Effectivement, c'est l'homme du commun, Ouais. c'est le roturier, c'est pas et dans le récit c'est important, puisque ça veut dire que cette dame de la haute société va commettre l'adultère avec quelqu'un du Moins que rien. Voilà, c'est pas vraiment un moins que rien, c'est quand même pas on n'est pas quand même avec un fella qui travaillait dans les champs. Non, non, hein, il est comme c'est un petit roturier, comment voilà, c'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire. C'est page 353. Absolument, voilà, 353 dans le dictionnaire, 350 et quelques pour 60. les versions, voilà, 360 pour les suivants. Mm. Et donc, on est donc tout à fait, par contre, sur une grammaire tout à fait néo-égyptienne, malgré les petites tournures patanales, hein, puisqu'on est sur un groupe verbal suivi d'un sujet et puis d'une préposition. Donc, on va avoir un complément prépositionnel, complément N, qui est ici, à ce ou le. Hein, vous voyez qu'on va accorder quand même, c'est intéressant, en féminin, masculin, hein, on va accorder l'article ou le démonstratif. Donc, ce sera cette ou la. Voilà. Hein. Et ici, on a par contre un mot qu'on connaît bien. Hein, j'ai coupé, je ne peux peut-être pas préciser, mais on a le mot ékémet, femme, mais même mieux que femme, c'est épouse. Hein, la femme, c'est encore autre chose. Ici, c'est l'épouse. Et c'est là qu'il y a une petite astuce. C'est que ici, vous avez l'épouse et le mot qui suit, qui se coupe ici, pourrait se couper également ici avec le rouleau de papyrus. C'est quoi? Il y a Pierre. Ou Baïné. Perce-Pierre ou Baïné. Voilà, donc on a Perce-Pierre. Alors c'est un peu particulier, donc c'est le nom de... enfin, on va le dire. Hein. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et c'est Monsieur Perce-Pierre. Voilà, donc... et alors, pour cette première partie-là, et alors, l'homme du commun, hein, dit à cette épouse, dit à l'épouse de Monsieur Perce-Pierre. Page 144. Alors, prendre un peu d'avance, regardez la structure hein, du récit, c'est ce qu'on appelle le schéma exégétique. On voit que déjà on apparaît dans cette partie-là, et l'ensemble, parce que c'est intéressant d'ailleurs dans le document, on le verra dans les deux autres extraits, c'est que ces structures grammaticales sont respectées. Donc on a vraiment ici, voilà, hein, on a le et alors, puis on a une série de choses qui arrivent, et puis à un moment donné, une fois que les subordonnés, donc on a une phrase principale qui est donc celle-ci, et alors cet homme du commun dit à Monsieur Perce-Pierre, on va voir ce qu'il lui dit évidemment, et alors à ce moment-là on reprend la suite du récit pour passer à la suivante, et on voit qu'à ce moment-là, déjà si on prend un peu d'avance, on est de nouveau sur un SGMNF, et alors verbe de mouvement, et on va retrouver ce qu'on vient de traduire, la femme, l'épouse de Monsieur Perce-Pierre. Donc on peut à ce stade-ci, plus un complément ensuite, pardon, je prie d'excuser, et donc là on aura donc un verbe, qui est ici et qui est un peu particulier, puisque c'est le verbe envoyer.
Et là c'est un beau cas d'interprétation, hein. On va y revenir. Je ne sais pas si vous l'aviez trouvé, envoyé, Hab. Oui, non, oui. Bon, de toute façon, Oui. on y reviendra. Envoyer quelque chose, 389, tout à fait. Voilà, hop, 389, nouvelle édition, donc 383 pour d'autres éditions plus anciennes, très certainement. Alors, la notion, parlons-en en tant qu'on y est, la notion d'envoyer est extrêmement importante en Égypte ancienne, et celles et ceux qui ont participé, notamment à la correspondance Diamès-Pennekbet, non, Diamès tout court, je ne sais plus, Diamès. La notion d'envoyer, c'est, on retrouve ça également dans le rapport de Namon, c'est envoyer en mission, envoyer un message, envoyer des informations. Donc envoyer a un sens plus précis, qui n'est pas que simplement envoyer quelque chose, enfin envoyer de manière générale, mais c'est envoyer une information. Hein. Donc, mais on y reviendra un petit peu après. Alors, on va revenir à la phrase suivante. Qu'est-ce qu'il a bien dit? Qu'est-ce que cet homme de commun a bien pu dire à l'épouse de Monsieur Percepierre? Alors, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que Monsieur Percepierre, on le retrouve ici. Ouais. Il est là. Hop. Si je remonte dans mon texte, je vais retrouver un pas. Je vais avoir le. Hop. Et puis, j'ai un mot ici qui sera quand même intéressant dans l'ensemble du récit. C'est que nous avons un hiéroglyphe qui semble indiquer une étendue. Un bassin? Un bassin, voilà, un bassin. Alors, il faut essayer d'imaginer, il faut faire un peu d'imagination. On s'imagine, vous êtes à la 13e, 12e, 13e dynastie en Égypte. Vous habitez sur la rive est et vous avez votre maison qui est construite en hauteur, qui domine les champs. Et dans cette maison, comme vous êtes d'un certain standing, et ça a été attesté par des fouilles archéologiques dans les habitats, eh bien, vous avez, en contrebas de votre maison, vous avez un bassin qui vous permet de vous rafraîchir. Et alors, non seulement il y a un bassin qui permet de se rafraîchir, mais il y a également la possibilité d'avoir des treilles qui portent du raisin et qui vous offrent de l'ombre lorsque le soleil tape un peu trop fort. Et donc, on sait que ce genre de dispositif dans les maisons des notables et de la haute société égyptienne existait. C'est moins connu que les temples ou des choses ainsi, mais on avait un habitat qui était un habitat luxueux. Et donc, je comparais ce qui est peut-être pas forcément comparable, mais vous imaginez les maisons de la vallée, je sais pas, aux États-Unis, en Californie, les maisons qui dominent on a tous vu ça dans des films. Hein. Donc vous imaginez une maison avec un bassin, etc., où on peut se mettre et prendre un bain pour se rafraîchir. Il est bien entendu qu'il est plus que probable, vu le récit, qu'il va se passer autre chose dans le bassin que simplement faire quelques brasses. Hein. Là, je l'ai plutôt traduit par jardin, qui est la deuxième option, parce qu'effectivement, le pavillon dans le bassin, il va se noyer. Donc, on était plutôt dans le jardin. Et donc, c'est-à-dire que le jardin... Oui, je vous écoute, pardon. Oui, c'est ça, non, c'est juste qu'on le retrouve d'ailleurs dans le Bon Ami, hein, c'est-à-dire c'est également traduit par jardin, parce que comme c'est le pavillon dans le jardin, pavillon dans le bassin, ça me paraissait un peu compliqué. Mais dans le texte, effectivement, donc il faut. Alors le plus bel exemple quelque part de ce type d'architecture, c'est le temple de Tchepsout, où toute l'immense esplanade qui se trouve devant était censée être un jardin zoologique avec les animaux provenant de l'ensemble de l'Empire, mais également donc des bassins qui accueillaient. Donc la notion de jardin pour un Égyptien, lorsqu'on a un certain standing, le jardin implique d'avoir un jacuzzi. Dans la suite du récit, forcément, on comprend qu'il se baigne, donc on comprend que c'est le bassin qui est dans le jardin. Mais voilà, au départ de ce simple mot-là, on arrive à interpréter.
Donc, si je reviens ici, on aura you. Et ensuite, on a ici une particule, si mes souvenirs sont bons, interrogative. Donc, et ensuite, donc, n'y a-t-il pas? Donc, en fait, il y a, littéralement, on pourrait dire, il est accompli qu'il y a. Il y a, en fait, c'est you win. En fait, c'est les, sauf qu'ils ont mis en vérité, le mess, ils l'ont intercalé comme un affixe. Mais, et on retrouve donc le you win sur la page 33 du Bonami, qui veut dire il y a, tout simplement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis ce qui m'a étonné, c'est qu'ils mettent mess au milieu. Et ça, c'est ça qui m'a étonné, moi. Le mess au milieu. Pour ma part, j'ai le you mess en un seul mot qui veut dire mensonge. C'est ça, oui. Alors, déjà à l'époque, je peux vous dire qu'on avait mis des points d'interrogation, parce qu'il y a très certainement ici, dans le texte, est-ce qu'on peut considérer que c'est... Mais même chez Epsi, je n'ai jamais retrouvé dans la littérature une explication de cette inversion des termes. Est-ce que c'est une écriture du scribe? Mais bon, toujours est-il que voilà, c'est écrit dans le relevé, c'est écrit ainsi. Maintenant, le iu-un, est-ce qu'il existe? Il y a le iu-mess qui existe en un mot. Oui, le you il existe dans le Bonami, hein, il y est bien. Hein. Il est bien traduit. Par contre, elle ne me met pas dans le Bonami d'où elle l'a ressorti, le document. C'est pas écrit, d'où il vient. Parce que vous me dites que le Bonami, au départ, il est basé, je pense, sur les écrits, les rendus. Mais là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas d'où il vient. Mais elle le traduit bien, you, wun. Il y a, voire aussi, wunene, donc c'est le même principe. Parce que j'ai failli me faire avoir avec effectivement le you mess, le mensonge, mais après, du coup, comme je n'arrivais pas à comprendre le sens de la phrase. Dans la logique du texte, ici, hein, donc, il y a déjà quelques années, on avait déjà mis, je vais compte, 5 points d'interrogation en disant, tiens, il y a une bizarrerie qui est dans le texte ici. Et cette bizarrerie, à moins de retrouver ou de trouver une traduction complète, personnellement, je n'ai jamais pu avoir de... Bon, complètement. Et je ne sais plus dans le texte chez Machin, attendez, que j'ai recherché. Où est-ce que j'ai mis ça? Dans mes notes. Puisque c'était translittéré ici, c'était effectivement, dans un premier temps, on est arrivé sur la translittération iumes qui était ici, et puis ensuite, voilà, hein, mais ça restait quand même difficile à comprendre. Parce que le mess, du coup, on traduit en page 290 par certes, en vérité, certes, etc. Donc du coup, là, ça prend tout son sens. Non, c'est juste le fait de l'avoir intercalé qui m'a étonné. Bon, c'est pas idiot non plus, hein, mais là, c'est page 290, alors que le Ilia, c'est page 33. Alors, on se pose la question de savoir, il y a ici, en tout cas, là par contre, le mot, on l'a, un pavillon, pardon. Pavillon d'été. Ouais. Dans le jardin, le bassin de Percepierre. De Monsieur Percepierre. La seule question qui se posait par rapport à ici, c'est que dans les différentes, dans les traductions que j'avais, c'était que c'est réellement ici, si on le prend sur la forme, il existe assurément un pavillon dans le jardin, etc., qui est traduit aussi sous forme
plutôt d'une question. Voilà, donc c'était savoir si on est sur un process interrogatif ou un process plutôt affirmatif. Excusez. Alors. Donc dans la suite ici, on va avoir effectivement les 3 traits idiographiques qu'on va pouvoir couper, 3 traits qui sont ici. J'ai ici le disque solaire qui est là avec un petit trait derrière, donc on peut supposer que on peut les couper de cette manière-là. Ici, on a un ir qui serait un fer. Ici, on aurait le pronom sous une graphie de seconde personne. Donc, pronom suffixe pluriel, première personne du pluriel. Et là, je pourrais, donc en principe, on devrait être sur un nous. Oui. A priori. Ceci dit, quand même, faire attention aux graphies, mais normalement, on serait sur un nous. Un peu plus loin, im s, donc je sais sur un pronom suffixe. On serait sur elle. Et on a le mot qui est ici, qui est le mot hat, qui est durée de jour. Moi, j'ai trouvé moment. Ouais. Et en fait, le trait qu'il y a en oblique, ce sera une tête de lion, en fait. Alors, oui, en fait, ici, c'est le trait qui est là, ce sont des traits... n'oubliez pas que le texte, à l'origine, était écrit en hiératique. Et que ce type de trait, ça sert notamment à combler, à remplir un trait qui pour eux remplace un signe qui était pour eux tout à fait évident. Voilà. Mais je regarde dans les graphies ici. C'est le prodrome de Lyon, je pense, que vous devez avoir. C'est le... Ben, je ne l'ai pas noté. Hâte, c'est moment, oui, tout à fait. En le F9. F9. Oui. Donc. Pour revenir sur la forme interrogative de tout à l'heure, parce que moi, je ne l'ai pas traduit en forme interrogative, parce que dans ce que vous m'avez donné sur les locutions interrogatives, normalement, in you, un, ça, il était dans le tableau que vous nous avez donné, c'est est-ce qu'il y a. Mais, du coup, je n'ai pas retrouvé le in ici. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas traduit par une forme interrogative. Parce que dans le tableau que vous avez donné, c'est exactement ça. Hein, c'est in, you, yun. Voilà, il me manquait juste le in. Je ne sais pas si vous vous rappelez le oui, tableau. très bien. Non. Et du coup, comme le i n'était pas, je me suis dit, c'est un fait. C'est un fait, donc il n'y a pas de question à se poser. Mais bon, à moins que dans le papyrus il y était, qu'il a été sorti, enfin, je ne sais pas où qu'il est induit automatiquement. Je ne sais pas. Dans la graphie complète, effectivement, c'est ainsi. Et je regarde pour retrouver, c'était... dans les traductions de Laïpsius. Je n'ai pas noté, tiens. N'y a-t-il pas un pavillon dans le jardin de Monsieur Percepierre? Donc il y avait cette notion, page 38.
Bah, la plupart des traductions que moi j'ai retrouvées, en fait, c'est une interrogation sans être une interrogation, parce que dans les phrases précédentes, Oui. ils mettent comme il y avait un pavillon, l'homme dit il y a bien un pavillon dans le jardin de Noé, mais voit, etc. Donc ça veut dire en gros, c'est interrogatif sans lettre. Mm. En fait, c'est ça, c'est une affirmation, c'est oui, il y Oui, en a un, bien sûr. ça, ils sont habitués à avoir des impératifs qui n'en sont pas, des négatifs, des interrogatifs qui n'en sont pas non plus. C'est pour ça que c'est ça, en fait, c'est que c'est pas vraiment un interrogatif. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le in. C'est un interrogatif affirmatif, là. Mm. Bah, clairement, il se Inconstant. dit, tiens, ne se peut-il pas qu'il y ait effectivement, Ouais. en Oui, mais il sachant très bien savait ce qu'il avait déjà. derrière la tête. Il savait déjà, parce que dans le document, on voit qu'avant, il dit comme il y avait un pavillon dans le jardin. Donc l'homme savait qu'il y avait un pavillon, et puis qu'il s'en doutait, vu que c'était une famille qui pouvait se permettre d'avoir un pavillon. Donc, et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'il n'y avait pas le in. Mais c'est pour ça que moi, je suis resté plutôt à l'inverse des traductions que j'ai vues sur. Fondamentalement, Moi, j'ai traduit parce que il y a certainement un pavillon dans le jardin de Monsieur Percepierre. Oui. Oui, du coup, c'est pas interrogatif. Voilà. Après, passons-y un moment. Allons-y, voilà. Ah oui, de toute façon, oui, ici, c'est littéralement, on va avoir l'équivalent d'un Mac ici, Voilà. voyez, Non, c'est nous. Oui, juste. Ouais. Nous. Donc littéralement, c'est nous faire un moment une durée de jour, y passer la journée, et en tout cas y passer un moment. Moi, j'ai traduit par voyons, passons-y un moment. C'est ça, oui. Allons y passer un moment. Oui. Ce qui est intéressant donc ici, c'est qu'on a le point de vue de l'organisation du texte, du schéma exégétique. Donc on a la proposition verbale principale, on a ensuite les phrases qui sont subordonnées, et on aura ici la reprise en proposition principale, où on passe à l'étape suivante du récit. Et alors, la femme de Monsieur Percepierre, envoya un message. On peut supposer un message, une information, un ordre, à qui? Au majordome. Au faux cul de l'affaire, c'est-à-dire le majordome, puisqu'il va tour à tour préparer l'endroit pour les amants, et puisque c'est lui qui va jeter le crocodile factice, enfin le crocodile magique, dans les temps. C'est ça. Et donc, c'est le majordome, littéralement ici, celui qui, préposition composée EMSA, donc celui qui est sur la charge, peut-on supposer, du jardin. Donc on peut quand même supposer que M. Percepierre, c'était quelqu'un de... C'est pas n'importe quel jeu, il a du personnel, hein, M. Percepierre. Il a du personnel qui lui permette d'avoir manifestement un majordome qui, dans ce cas-ci, serait presque un jardinier. Moi, j'ai traduit par l'intendant. L'intendant, oui, c'est en tout cas, on a EMSA, c'est aussi celui qui est sur le dos de, hein, derrière. voilà, celui qui est derrière, celui qui est dessus, celui qui est en charge. Donc ça veut dire que Monsieur Percepierre, il a un majordome, il a quelqu'un qui est
qui est dédié à la gestion du jardin et donc forcément du bassin. Pour dire alors, passage 6, découpage 6, un peu plus compliqué, quoique. Excusez-moi, juste un truc sur la phrase voyons, passons un moment ensemble, etc. Vous n'avez pas zappé Imes, at Imes, Maten, Irène, at Imes. Attendez, je suis mal ici. J'aurais été Je crois, je suis pas sûr. Mais Il manque un Imes, oui. Imes. Juste Moi, j'ai après. traduit par le I. Passons-y un moment. C'est dans elle, dans lui, dans. Oui. Non, c'est juste qu'il était. Je le vois pas là. Oui, non, vous l'avez zappé. C'est possible, tout est possible. Attendez. Le Imes. Après après durée, quoi. Le héros. Ah, je l'ai fait. Oui, non, je l'ai vu tout à l'heure, mais effectivement, j'ai dû l'effacer brutalement dans la manipulation de JSèche. Juste. Parce que. C'est IMI S. Oui, Alors, effectivement, oui, IMI, on peut le translittérer. IMI M, c'est effectivement, mais de fait, passons un moment dans le pavillon. Effectivement, j'ai dû avoir le clic un peu trop violent. Le L, en fait, ça désigne le pavillon, alors. Pour moi, le pavillon est au féminin. C'est un pronom de rappel. Mais c'est-à-dire pavillon est au féminin, c'est un nom féminin. J'ai pas fait attention. Oui, hein, c'est ça. C'est au féminin. Ce sera assez logique. Sur le coup. Chez Sepet. Lorsque l'on a la formule, là, je pense qu'on n'a plus rien oublié. On aura donc un groupe verbal suivi d'un sujet, suivi d'un complément, dans ce cas-ci, d'objet indirect à qui, à quoi, qui est plus complexe que ça, puisqu'on aura donc le groupe verbal et alors envoyé au passé, sujet, la femme de Monsieur Percepierre, au majordome, celui qui est en charge du jardin, du bassin, etc., pour dire, ouvrez les guillemets. Alors, si on regarde ici, on aura, pareillement, on doit avoir, en général, dans ce cas-là, je pense, un groupe verbal suivi du pronom U, on, tu. Et puis ensuite, on retrouve le ta, toujours ce fameux bazar, le bazar qui est ici et qu'on avait vu précédemment, je ne sais plus. On n'avait pas déjà vu celui-là. On va retrouver le pavillon qui était écrit ici. Voilà, écrit. NTT, celui qui est, donc là, attention, qui est toujours pareil, celui qui est dans le jardin, le bassin, etc. Et il y a fort, c'est là que c'est intéressant, c'est que ici, si je regarde ce qu'on avait ici, non, on n'a pas le saillir dans le papyrus. Parce que
Même dans pavillon, ouais. De mémoire, il y a d'autres graphies, parce que si on regarde ici, on voit qu'il y a un trou dans le papyrus, Il y a une maison. et qu'on termine par le déterminatif des constructions. Donc, de toute façon, on est sur, on comprend même du contexte que on est dans le pavillon, mais il y a la graphie ici qui permettrait de combler le trou, mais dans les deux, je pense pas. Sur un gérondif avec le pavillon du jardin. C'est tout à fait, c'est de l'ordre du possible. Ouais. Mais qu'est-ce que ça serait le gérondif? Qu'est-ce qui marquerait le gérondif entre les deux alors? Bah, ici, c'est pour indiquer que l'on serait vraiment dans le bassin du pavillon ou quelque chose ainsi. Mais bon, en l'absence de. Pavillon du jardin. En fait, vous pourriez avoir ici. Ah ouais, là, ouais, hein, le mot pavillon qui est ici, qui viendrait compléter, et on aura à ce moment-là dans le jardin du pavillon ou le pavillon du jardin, pour bien préciser que c'est là que ça se passe, quoi. Gérondif. Okay, ouais. Mais bon, on ne le saura jamais, potentiellement. Je pense qu'ailleurs, dans le papyrus, dans la suite du conte, on a peut-être l'expression complète. On aura donc ici, alors, im, qui est un impératif, et on aura ensuite le SSPD, préparé. Et on a donc le groupe verbal tout à fait classique, suivi ici d'un sujet. Alors le on, là on peut en discuter longtemps de savoir si on s'adresse au personnel de la maisonnée ou si on s'adresse directement au majordome, de savoir si c'est lui qui doit préparer ou si c'est on prépare, mais enfin voilà. Fasse que l'on prépare, fasse que tu prépares, le pavillon, celui qui est dans ce jardin. Préparer, le mettre dans le bonami, on le met en causatif, en faire préparer. C'est un verbe causatif, faire préparer ou faire équiper. 588. On est plutôt sur un causatif. J'ai marqué fait en sorte que l'on prépare le pavillon, ou fait préparer le pavillon. C'est 585. 588, 585. Pas 200. 585. Que l'on prépare ce pavillon, que voilà, les différentes possibilités. Mais alors, la suite, on va se retrouver avec entre autres l'homme du commun. Bon, je vais vous laisser avant que le crocodile arrive. Oui. Je vous en prie. De toute façon, on arrive au bout. Retenez juste ceci, c'est que nous allons parler de souris, et lorsque l'on sourit, c'est parce que lorsque l'on boit, on sourit. Voilà. Mais. D'accord. Et je me demande soudainement. Donc oui, c'est le our, oui, c'est bien ça. Et donc ici, on aura comment cette notion, enfin, c'est mnémotechnique, hein, mais on a le verbe sourit qui est effectivement boire. Parce que non seulement ils vont se livrer à la débauche, mais en plus ils vont consommer donc en compagnie d'eux. Donc là on a la préposition qui est ici. Et donc si on remonte vers vers dessus, on va avoir tout d'abord un premier verbe qui est passer du temps. Moi, j'ai trouvé qu'avec le N, ça veut dire passer toute la journée. Avec le N qui est ici. Ouais, avec le Moi, N. je le voyais comme un simple MNF. Page 170. Elle y passa la journée. Ouais, voilà. 166. Le hymne, le traduire par I. Mais le N
Le N ici, vous le prenez comme... Bah, en fait, c'est le mot .n, avec N plus loin, quoi. Et ça veut dire passer la journée, passer toute la journée. Ouais, mais dans le Bonami, Rouresh sans le N, c'est déjà passé la journée, en fait. Ouais. Alors, sans le N, ils mettent page 166, et c'est vrai que je suis resté sur un 7 GMNF, parce que du coup, je peux pas avoir la marque du passé si j'ai pas le N, du coup. Bon, C'est pour ça après, que j'ai ça veut dire traduit la par même chose. elle y passa la journée. Ouais, moi aussi. Elle passa la journée à boire en compagnie de l'homme du commun. Donc, passer la journée, passer tout son temps, laisser tout le jour, ou... Ouais, mais là, regardez, Wurechen Ouais, HMF, Sa Majesté passa le jour. En fait, c'est-à-dire que le N, du coup, redevient un 7 GMNF. ouais, ça me paraît cohérent. Et donc, elle passa la journée. Alors, le hymne, en cela. Là, par contre, la construction me paraissait plus... Jusque-là, comme ceci. Avoir un groupe verbal, avoir un sujet, puis une forme d'adverbe qui termine. Ça, c'est assez classique. Mais alors, avoir juste après une préposition qui introduit un complément avec un verbe qui est d'ordinaire utilisé comme un verbe complet, quoi. Donc ici, on n'est plus en situation de verbe, et le verbe, si c'est un verbe fort, effectivement, peut ne pas marquer le féminin, puisqu'on est ici plutôt sur le sens de boisson. Bah, je restais sur un inaccompli avec le HR comme en train de. En train de boire. Le fait que ça vienne en subordonné, ça me chiffonne. Ah, et mais en cela, par contre, moi, je ne l'ai pas traduit par en cela, je l'ai traduit par im, c'est-à-dire dedans. Le passage dedans du pavillon, du coup. Et donc, du coup, ça me paraissait dedans, en train de boire. Oui, moi, je l'ai traduit, il passait la journée à boire. Oui, moi aussi, j'ai mis ça. Ce qui est quand même fabuleux, c'est que nous sommes à plusieurs à avoir traduit, certains découvrant le texte, d'autres ayant déjà travaillé dessus, mais ça marche toujours, quoi.